Bonjour. Écoutez, la publicité française a eu de très très bons résultats au Festival de Cannes et nous nous sommes demandé ce que cela pouvait signifier. La chose la plus importante, c'est que nous n'avons pas été surpris. En fait, c'est comme dans la vie, c'est comme dans l'histoire, les grands événements sociologiques et historiques, en fait, ils ne sont jamais que des confirmations de la vie. C'est-à-dire que Zola a précédé la conscience de classe politique, la Renaissance a précédé les Lumières, et là, de la même façon, les publicités existaient déjà et on sentait bien qu'elles avaient un niveau extrêmement important, bien avant qu'elles reçoivent cette confirmation à travers des prix. Alors, quelques petites remarques. Les directeurs de création français n'intériorisent absolument plus le sentiment d'infériorité des directeurs de création d'il y a 10 ans, pour qui avoir un lion était un Graal, une quête, il y avait même des stratégies. Là, aujourd'hui, les directeurs de création font des communications et puis ils se disent en plansboard, oh bah tiens, ce truc-là, ça pourrait bien attraper un lion. Mais ça ne découle donc plus exactement de la même fabrication d'usine. Alors bien sûr, on assiste toujours à ces fondations merveilleuses qui ont des lions brusquement, donc la machine à Ghost bouge encore, donc elle est encore vivante, mais c'est une infime minorité par rapport aux résultats que nous pouvons voir. Et donc je crois qu'il y a là quelque chose de plus fondamental sur laquelle il est intéressant de passer quelques minutes. C'est que la publicité française, elle est probablement rentrée dans la mondialisation et en cela, elle a comblé le dernier retard qui était le sien. Alors si on a un petit regard sur ce que nous venons de vivre et les années qui se sont écoulées, alors pour essayer de porter une analyse, les arts avaient déjà fait le boulot. C'est-à-dire que par exemple chez les graffitistes, Boiron, Di Rosa, Combas, Blanchard peignaient comme Keith Haring et on se demandait si Jean-Michel Basquiat était français, portoricain, haïtien ou américain. On n'avait pas attendu le clip de Pharrell pour savoir que Gondi ou Mondino avaient fait de clips merveilleux pour le rock ou pour la pop. Et de la même façon, Disney et Pixar font la queue devant des écoles pour prendre en fait l'ensemble d'une génération et d'une promotion, que ce soit à Angoulême, que ce soit à Amiens ou que ce soit au Gobelin. Et puis on a inventé plein de trucs. Alors bien sûr, on nous parle de la carte à puce il y a 40 ans, mais on vient juste d'inventer le format de compression DivX également il y a quelques mois, je dirais, à l'échelle de l'histoire. Et puis si on parle de génération, il y a une chose fondamentale. Les créatifs qui sont en train de créer aujourd'hui et qui ont donc récolté ces lions sont des générations Yu-Gi-Oh! Pokémon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une génération Yu-Gi-Oh! Pokémon ? Eh bien c'est une génération de mômes qui a 12, 13, 14, 15 ans se sont retrouvés avec entre les mains des jeux japonais. Ces jeux japonais n'avaient absolument aucun mode d'emploi qui soit déchiffrable par des jeunes adolescents européens et d'une manière intuitive, comme on essaye de jouer avec l'informatique, vous avez des générations de mômes qui dans toutes les écoles ont joué avec Yu-Gi-Oh! Et ont joué avec Pokémon de manière intuitive et ils ont formidablement bien réussi. Donc en fait, si on reprend des concepts de philosophie économique assez simples, on pourrait dire qu'on a juste aligné la superstructure sur l'infrastructure. Alors qu'est-ce que c'est que l'infrastructure ? L'infrastructure, ça désigne tout ce qui est relatif à la production, les conditions de production, les forces productives, les outils de production, et la superstructure, ça désigne l'ensemble des idées d'une société, c'est-à-dire ses productions immatérielles. Et en philosophie économique, on nous dit toujours que la superstructure, elle suit l'infrastructure. Bon bah là, l'infrastructure, elle était là, elle était faite, elle avait fait son œuvre, alors peut-être elle a mis un peu de temps, mais ça fait 30 ans que des choses étaient en train de se semer et de s'imposer dans notre société et la superstructure a juste suivi. Voilà, donc Cannes a scellé un passement d'époque. Une époque est passée, on est passé à une nouvelle étape et une nouvelle histoire de la pub française et cette vidéo en est presque une preuve parce que c'est presque un effort d'analyse que d'expliquer ce qui se passe et c'est ça généralement le signe des états de fait. Donc on a lâché les références culturelles et d'autres choses sont devenues reines. Le produit, le saut créatif et le consommateur pris comme tel, pris comme un consommateur et non pas pris comme un citoyen vivant dans son univers de référence culturelle qui, on le sait, est extrêmement fort. Alors la faiblesse des références sociales dans les communications qui sont primées est immense. Et quand elles sont omniprésentes, généralement, c'est qu'elles servent de tremplin à des concepts globaux, comme par exemple la merveilleuse campagne et le merveilleux Grand Prix de nos amis de McCann-Pérou, où les références locales ont été tordues de façon à ce qu'elles cèdent la place aux références globales de la marque et notamment à l'optimisme pour Coca-Cola.
Alors on va rester publicitaire, hein, et puis on va essayer d'avoir le sens du concept et des formules pour une petite conclusion. Voilà, donc ces prix français à Cannes, c'est un événement publicitaire et c'est un avènement publicitaire. Avènement, ça s'emploie d'une chose qui est importante, c'est pour dire qu'un état de fait est venu, qu'on est venu à un état de fait, et que la pub française devienne globalisée, ça dit beaucoup de choses sur notre société, et c'est probablement cela le plus important.